Vous avez déjà eu cette impression qu'un paquet de gâteaux vous appelle depuis le placard? Eh bien, ce n'est pas juste votre imagination. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'ingénierie redoutable qui se cache derrière nos aliments préférés. On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce si facile de dévorer tout un paquet de chips alors que, disons, des brocolis, c'est une autre histoire? La réponse, ce n'est pas une question de volonté. Non, c'est une question de science. Et cette science, croyez-moi, est absolument fascinante. Alors tout commence par une quête, la quête du goût parfait. Et dans l'industrie agroalimentaire, rien, absolument rien n'est laissé au hasard pour concevoir des produits qui nous captivent dès la toute première bouchée. Tout tourne autour d'un concept clé, le point de félicité, ou bliss point en anglais. C'est une théorie du psychophysicien Howard Moskowitz. L'idée, c'est le dosage parfait, millimétré, de sucre, de sel et de gras qui va provoquer un plaisir maximal. Ni trop, ni trop peu. Juste ce qu'il faut pour que notre cerveau en redemande encore et encore. Et ce calcul est ultra précis. Les scientifiques de l'alimentation, ils testent des centaines de variations pour trouver ce pic, ce sommet exact du plaisir. Et quand un produit l'atteint, bingo, ses ventes explosent. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il est littéralement optimisé pour notre cerveau. Mais attention, le goût ne fait pas tout. La deuxième arme secrète de cette ingénierie, c'est la texture. Et elle est conçue pour une chose bien précise: contourner un de nos mécanismes les plus fondamentaux, celui de la satiété. L'industrie a même un nom pour ça, un terme qui semble tout droit sorti d'un laboratoire: la densité calorique évanescente. C'est une façon un peu compliquée de décrire quelque chose de très simple: ces aliments qui fondent et disparaissent dans la bouche, comme les chips ou les snacks soufflés. Et cette sensation, elle n'est pas du tout un hasard. La conséquence de ça, elle est simple mais redoutable. Comme l'aliment disparaît si vite, le cerveau ne l'enregistre pas vraiment comme un apport calorique réel. Le message qu'elle reçoit, c'est « continue, ce n'est presque rien ». Résultat, on mange beaucoup, beaucoup plus, sans même s'en rendre compte. Et voilà pourquoi c'est si efficace. Il faut environ 20 minutes pour que les signaux de satiété, ceux envoyés par notre estomac, atteignent le cerveau. Avec des aliments mous et faciles à avaler, on peut ingérer une quantité énorme de calories bien avant que ce signal d'alarme ne se déclenche. Bon, maintenant on monte d'un cran. L'industrie ne se contente pas de jouer avec nos papilles et notre estomac. Non, elle s'attaque directement à la source de nos désirs, notre cerveau. On est presque dans la science-fiction. Des technologies médicales comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle sont utilisées pour analyser en direct la réaction du cerveau à un produit. Le but du jeu? S'assurer que le circuit de la récompense s'allume comme un sapin de Noël. Et c'est là que la comparaison devient un peu troublante. Ces fameuses combinaisons de sucre et de gras, qui sont si rares dans la nature, activent les mêmes circuits de récompense dans notre cerveau que certaines drogues. Autrement dit, ces aliments ne sont pas juste bons, ils sont conçus pour créer un comportement compulsif. Mais l'expérience ne s'arrête pas au produit en lui-même. C'est un véritable orchestre sensoriel qui est mis en place, du bruit de l'emballage jusqu'à la publicité. On ne l'avait peut-être jamais imaginé, mais le crunch d'une chips ou le pchit d'une boisson gazeuse sont étudiés et optimisés en laboratoire. Oui, des ingénieurs du son travaillent pour que ce bruit évoque la fraîcheur et maximise notre plaisir. C'est fou, non? Mais d'où viennent ces stratégies marketing si redoutablement efficaces? La réponse est assez surprenante: de l'industrie du tabac. Il faut savoir que les géants du tabac ont longtemps possédé de grandes marques comme Kraft ou Nabisco. Ils y ont tout simplement importé leurs techniques qui avaient fait leurs preuves. Des mascottes pour fidéliser les enfants, des couleurs vives pour attirer l'œil et des arômes pour rendre les produits irrésistibles. Mais leur plus grand coup de génie marketing, c'était sans doute la course à la part d'estomac. L'idée était simple: pour vendre plus, il ne suffisait pas de s'imposer au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Non, il fallait inventer de nouvelles occasions de manger. Et c'est comme ça qu'est né le snacking, le grignotage, qui est devenu normal à toute heure de la journée. Allez, abordons maintenant la dernière partie de cette analyse, la petite magie chimique qui se cache derrière les étiquettes et surtout comment elle s'adapte à notre méfiance de consommateur. Vous savez, les processus industriels comme la pasteurisation ou la stérilisation, ça détruit une grande partie du goût naturel des aliments. Alors pour compenser, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute des arômes et des exhausteurs de goût, comme le fameux glutamate monosodique, qui vont redonner une saveur intense et souvent addictive au produit final. Mais voilà, face à des consommateurs de plus en plus méfiants qui regardent des listes d'ingrédients à rallonge et les non chimiques, l'industrie a dû développer une nouvelle stratégie: le clean label, ou l'étiquetage propre.
Le principe est simple comme bonjour. On remplace un additif avec un nom qui fait un peu peur, comme le E392, par un ingrédient qui sonne beaucoup plus naturel, comme l'extrait de romarin, même si sa fonction et sa transformation restent purement industrielles. La poudre d'épinard remplace un colorant vert. Au fond, c'est la même chimie, mais avec un bien meilleur marketing. Alors voilà, maintenant que toute cette ingénierie du plaisir est mise en lumière, la question finale se pose: comment est-ce que cette connaissance transforme notre regard sur les aliments qui remplissent nos assiettes? La réponse, elle nous appartient à tous.